Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Nous sommes le mercredi 30 juillet 2025 et vous regardez une édition spéciale de notre émission codiffusée sur la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique et sur la télé Vox Africa. Et cette émission est consacrée à l'officialisation de la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour analyser les contours de cette annonce, qui n'est pas une surprise, mais une confirmation qui charrie tout de même de nombreuses interrogations, j'ai à mes côtés un panel de choix composé de vous, Salomé Meyers-Naïm, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Bonsoir, Djeneba Touré-Kolozensky. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Union des cadres RHTP, le parti donc d'Alassane Ouattara, et co-autrice de l'ouvrage collectif Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Exactement. Vous y croyez, vous êtes gonflé à bloc, j'imagine, derrière votre candidat. Absolument. Et avec nous, à distance, par la visio, nous sommes avec Oguinar Seya, membre du bureau politique du PDCI-RDA, aujourd'hui dirigé par Tidjane Thiam. Oguinar Seya, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Merci d'être avec nous, Oguinar Seya. Merci. Et également à distance, Arthur Banga, historien et chroniqueur télé, qu'on peut considérer comme plutôt proche du pouvoir. Bonsoir, Arthur Banga. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté cette émission et cette invitation. Et avant de lancer cette émission, une petite annonce de l'équipe de Décrypter l'Afrique. Vous le savez, alors que l'actualité s'accélère dans de nombreux pays africains, notamment avec l'actualité électorale un peu partout en Afrique, sur le continent, nous lançons dès le lundi 4 août Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Ce sera tous les jours du lundi au vendredi. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique et aussi sur les antennes de Vox Africa, notre codiffuseur. Nous vous communiquerons dans la prochaine émission les horaires de cette nouvelle émission. Retour donc à l'actualité. Hier, donc, je le disais, le président ivoirien Alassane Ouattara a pris son petit monde de court en annonçant sa candidature à la présidentielle via une vidéo postée sur sa page Facebook. Il y explique pourquoi il revient une fois de plus sur son engagement pris en 2020 de passer le flambeau. On l'écoute. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. Alors, Alassane Ouattara, qui a évoqué la question déjà fort abordée de sa santé pour rassurer les électeurs dans une formule qui fera parler à n'en point douter. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle
du 25 octobre 2025. Alors voilà, le président ivoirien assure donc rester pour mieux partir, un concept qu'il évoque, la transmission, pardon, la transmission générationnelle. Je me tourne vers vous, mes chers invités ici en plateau. D'abord, Salomé Meyers, quel argument d'Alassane Ouattara visant à justifier son quatrième mandat, pardon, vous a le plus marqué? Alors, je voulais d'abord replacer cette annonce dans un contexte, parce que le processus électoral est planté avec un système de verrous. Il y a 3 verrous à cette élection pour que ça se... Non, je tiens vraiment... On y reviendra. J'aimerais qu'on parle de cette annonce, qu'on parle du contenu. Parce que cette annonce, elle se place dans un contexte de verrouillage déjà de l'élection. On en parlera, Salomé. J'aimerais qu'on parle du contenu de l'annonce. Pour parler de l'annonce en elle-même, elle est évidemment, de notre point de vue, calamiteuse, voire tout à fait indigne et injuste pour le pays, injuste pour les Ivoiriens. De ces arguments, les 2 premiers, d'ailleurs, il met le doigt de lui-même sur les 2 sujets. Il en a le droit, il en a la santé. Je pense que ce sont les 2 sujets problématiques. Ce sont les 2 sujets qui sont évoqués, ce sont les 2 sujets problématiques. Sur le sujet de la santé, je ne vais pas commenter plus avant, ça lui appartient. Sur le problème de la Constitution, c'est évidemment le gros sujet. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'indignité. Et c'est pourquoi j'ai parlé de calamiteux et de tout à fait injuste pour ce pays. Il n'a pas le droit d'abîmer à ce point les institutions du pays. Donc c'est sans surprise, puisque ça s'inscrit dans un contexte de verrouillage total de ces élections. Je pense qu'on y reviendra. Pour l'instant, il est candidat. Donc évidemment, encore faut-il qu'il soit... réélu ou élu par les Ivoiriens. Lui pense qu'il sera à l'entendre et à entendre ses soutiens publicités, mais il faut à ce moment-là mettre en place des élections libres, ce qui n'est pas le cas. Donc non seulement il outrepasse, il viole, il piétine même la Constitution, ça a été dit d'ailleurs partout dans la presse et par tous les observateurs, y compris par la juriste, on est bien dans un 4e mandat. J'aimerais une réaction de votre collègue de l'opposition, Oguinar Sea. Oguinar Sea, quelle réaction après cette annonce du 4e mandat d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette annonce? Il faut dire que cette annonce, elle est d'une tristesse qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce que nous avons vu hier? Nous avons vu un vieil homme fatigué, un vieil homme qui, visiblement, avait de la colère, parce que cela fait suite aussi à l'interview du président Tidjane Thiam, et qui vient nous justifier que, la Constitution lui permet de se présenter. Sachant que le même vieil homme, quand il faisait voter cette Constitution, il nous avait convaincus que cette Constitution ne l'autorisait pas à faire un 3e mandat. Ça fait 2. De 2, nous avons quelqu'un qui, dès son accession au pouvoir, a supprimé tous les contrôles institutionnels de l'état de santé du candidat à la présidence. Et qui s'arrête tout goguenard devant une caméra et qui dit que je suis en bonne santé. On devait le croire sur parole, alors qu'il a supprimé tous les contrôles. Donc ça, c'est 2 choses sur ces 2 arguments. Ensuite, la 3e chose, c'est les justifications qu'il apporte à sa candidature, qui serait son expérience et autres. Il faut se souvenir qu'en 2020, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de former un dauphin suite à la mort malheureuse du Premier ministre Amadou Go. Et donc, il n'avait pas le choix, il devait y aller. Il a eu 5 ans. En 5 ans, je ne sais pas si c'est lui qui est un mauvais formateur ou ce sont ces dauphins qui sont pas très intelligents pour ne pas pouvoir, comment on appelle, pour ne pas assimiler toute la formation pendant 5 ans. Mais après 5 ans, il se retrouve à devoir y aller parce que ces dauphins ne sont pas prêts.
Ça pose un problème parce que M. Ouattara, finalement, il est en train de déstructurer ce pays. Il est en train de détruire nos acquis démocratiques. Il a brisé notre cohésion sociale parce que quand on fait l'historique du pays, il est le dénominateur commun de tous les conflits qu'il y a eu dans ce pays. Il a eu des difficultés avec le président Bédier, il a eu des difficultés avec le général Robert Gueye, il a eu des difficultés avec le premier ministre Guillaume, il a eu des difficultés avec Charles Konan Bani, le sobre, comment il s'appelle, Francis Gaudier a dû démissionner sur lui, il a eu des difficultés avec lui. Il a aujourd'hui des difficultés avec le président Tidjane Thiam. Il a eu des difficultés avec Mabou Takevier qu'il a finalement soumis, qui est rentré dans les rangs. Mais ce monsieur, franchement, il pose un problème à la cohésion sociale et il met l'héritage de tout ce pays qui a été construit dès son accession à l'indépendance, qui a eu un management sérieux qui l'a conduit à ce niveau. Il est en train de tout déstructurer par son incapacité à se soumettre déjà au vote démocratique et à refuser l'alternance à tous les prix. Donc, pour ne pas occuper l'espace longtemps, je pense que cette interview, elle est d'une tristesse et je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir comment des gens arrivent encore à soutenir ce genre de comportement sur notre continent. Alors que nous essayons d'aller vers de l'avant, il y a des boulets qui nous traînent encore en arrière. C'est vraiment malheureux, c'est ce que je peux dire comme commentaire d'entrée. Oguina Seye, on va faire réagir Arthur Banga. Alors Arthur Banga, Alassane Dramane Ouattara dit la Constitution m'autorise à faire un autre mandat. Alors même effectivement que la Constitution, oui, de 2016, effectivement, a remis les compteurs à zéro, permettant techniquement 2 nouveaux mandats. Est-ce qu'on peut tout de même estimer que l'esprit démocratique de cette Constitution est violé par cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara? Non, non. La Constitution, en fait, j'ai entendu parler tout à l'heure de respect. Euh, quand on veut respecter les institutions, il faut respecter. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une république. Et, attends, il y a des échos. Donc, la Côte d'Ivoire est une république. Et comme toutes les républiques, il y a une institution qui est chargée de vérifier la légalité de la loi. Vraiment, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. C'est simple. Quand 2 personnes ne sont pas d'accord dans une république, il y a un truc qu'on appelle la justice. C'est elle qui tranche. Quand 2 personnes ont une interprétation de la Constitution, il y a une institution en Côte d'Ivoire qu'on appelle la Cour constitutionnelle. C'est elle qui tranche. C'est elle qui donne la légalité. Et la Cour constitutionnelle s'est clairement prononcée là-dessus. Donc après, les gens peuvent être malheureux, ils peuvent danser, ils peuvent pleurer, mais ça n'a aucune valeur. Aucune valeur légale, aucune valeur légitime. La seule valeur légale et légitime qui vient dans une république comme la Côte d'Ivoire, c'est la Cour constitutionnelle. Et elle a tranché la question de la santé. Je pense que ceux qui veulent s'amuser peuvent toujours rigoler avec c'est pas légal, mais la légalité de à la séparation ne se discute plus. Et maintenant, si même on doit encore la discuter, la Cour constitutionnelle va se prononcer encore. Voilà, donc c'est pas un problème là-dessus. Il a tout à fait le droit, parce que constitutionnellement, l'instance, je répète, l'instance chargée d'accorder la légalité de coordonner. J'ai entendu un militant du PDC, mon cher ami Ogunard, parler du vieil homme quand il parle de la Ouattara. C'est son appréciation. Mais je rappelle à Ogunard qu'en 2000, il s'apprêtait à faire campagne pour 2006. Donc, pour Henri Konan Bédier, qui avait 14 et n'eût été le décès d'Henri Konan Bédier, au congrès du PDCI RDA, prévu pour octobre 2023, il aurait élu, puisque c'était déjà acquis, un président de 89 ans. Donc, ce manque de cohérence tue un peu l'honnêteté. Ça montre la malhonnêteté intellectuelle des gens. Tu ne peux pas venir faire campagne pour quelqu'un qui a 86 ans, souhaiter que le président du plus grand parti d'opposition, donc
candidat naturel de ce parti, ait 89 ans et être choqué parce que quelqu'un est un candidat à 83 ans. Ouais, c'est ça qui est délicat dans notre pays. Donc, pour résumer, il n'y a pas de problème légal. Il n'y a pas de problème. Il faut faire confiance aux jeunes. Quand il dit qu'il est en bonne santé, il est en bonne santé. Et d'ailleurs, ce n'est pas Ouattara qui est surpris. Les Ivoiriens se sont exprimés. Ils ont voté une constitution. Donc, c'est le choix des Ivoiriens qui est d'annuler ces contraintes liées à la santé, ces contraintes liées à la limitation de l'âge de la Constitution. D'ailleurs, c'est parce que ces contraintes sont élevées que Laurent Gbagbo peut espérer être candidat, que Tidjane Thiam peut espérer être candidat, et que Henri Konan Bédié a même été candidat en 2020. Voilà, c'était le choix des Ivoiriens. Alors, j'aimerais qu'on se tourne vers la représentante du RHDP sur ce plateau, Djeneba Touré-Kolosensky. Est-ce que moralement et politiquement, il n'y a pas quand même une forme de décalage entre ce droit constitutionnel acquis par Alassane Ouattara et la parole donnée par lui en tant que président de la République en 2020 lorsqu'il disait ne pas se représenter, ne pas vouloir se représenter, parole qu'il n'a pas respectée déjà la dernière fois? Alors, merci beaucoup. J'aimerais déjà vous dire à quel point nous sommes heureux, nous, en tant que militants du RHDP, de la déclaration du président. Nous l'attendions, nous l'espérions. Il a répondu à notre appel et nous sommes très heureux. Les rues abidjanaises et partout à l'intérieur du pays l'ont démontré hier. Les rues ont été prises d'assaut par des gens, mais de toute obédience, hein, j'allais dire, par la population qui a exprimé sa joie. On aurait même dit qu'on avait déjà proclamé les résultats de l'élection et qu'on avait proclamé la victoire d'Alassane Ouattara qui était plébiscitée. C'était un véritable plébiscite. Par la population ou par les militants du RHDP? Par la population, vous ne pouviez pas faire la part entre les militants RHDP et la population. D'ailleurs, nous avons fait des pré-congrès et on a vu le monde que ces pré-congrès ont drainé. Nous, on a fait notre pré-congrès dans la diaspora, c'était le 14 juin dernier. Nous avons vu une marée orange dans Paris. Et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il en a été pareil. Alors, la candidature d'Alassane Ouattara, de ce point de vue, non seulement elle est légale, parce que quand même, moi, je ne vais pas revenir dans ces méandres du droit, mais une constitution consacre une nouvelle république. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans la 3e République en Côte d'Ivoire. Et cette 3e République donnait droit à 2 mandats au président de la République. Il en a fait le premier, il est en train de faire le dernier. Mais en plus de ça, cette déclaration est légitime. Elle est légitimée par tout le peuple qui attend qu'Alassane Ouattara continue son magistère pour encore profiter de ce qui a été fait pendant 15 ans. Justement, il parle des défis qui attendent le pays. Est-ce qu'il ne pouvait pas justement passer la main, passer le relais à une nouvelle génération? Est-ce que cette candidature n'est pas aussi le signe de l'échec du RHDP à former une nouvelle génération de politiques pour prendre la suite du président Ouattara? Mais non, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de maturité, c'est un signe de responsabilité, parce que nous savons les tensions inédites qui valent dans la sous-région ouest africaine de par chez nous. Nous savons les défis sécuritaires qui se passent chez nous. Passer la main à une nouvelle génération, mais bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Ce mandat est celui de la transmission générationnelle. Et des jeunes, nous en avons dans le gouvernement. Mais comment transmettre s'ils ne prennent pas le pouvoir? Ces jeunes, les jeunes du RHDP auraient pu être poussés mais les jeunes du RHDP on pourrait dire, sont en apprentissage. Vous savez, le manque de formation, le représentant du PDCI parlait tout à l'heure que peut-être Alassane Ouattara serait un mauvais formateur parce que depuis, il n'a pas trouvé de... Mais vous savez, la formation en politique, c'est très important. C'est ce que le PDCI n'a pas fait après M. Bédié et qui a amené la catastrophe de M. Thiam à la tête du PDCI. Parce que lui parlait M. Oguinard parle d'un vieil homme coléreux, mais en matière de colère, on peut en parler. Quand on a vu M. Thiam sur la vidéo de M. Foucault l'autre jour, mais c'est un homme énervé, c'est un homme coléreux, c'est un homme hystérique, c'est un homme qui n'est pas responsable. Et pardonnez-moi de vous le dire, je tiens à le relever, en tant que femme, je me suis trouvée profondément choquée et meurtrie des propos
qu'il a tenues à l'endroit de sa femme de ménage. On ne traite pas une femme d'ordure, je ne sais pas quoi, parce que simplement, elle a dit il y a trop de travail, je ne travaille plus. Ce qu'on lui doit, il faut le lui payer. Quand on insulte une femme, on insulte toutes les femmes, y compris sa propre mère. Et ça, je tiens à le relever. Alors, qu'est-ce que vous me disiez encore? On parle de la Constitution, mais la Constitution, elle est claire. Et il faut respecter nos institutions. Tout à l'heure, madame en parlait. Et les institutions sont lesquelles? La Constitution, c'est une institution. Elle donne le droit à Alassane Ouattara de faire un deuxième mandat de la troisième. Alors, on peut faire de la mathématique. C'est vrai que 2 mandats avant, 2 mandats après, ça fait 4 mandats. OK. Mais quand on a dit ça, on peut faire un discernement entre les républiques. Réaction Salomé Meyers. Alors, les figures de l'opposition, justement, on parlait de Tidjane Thiam, il y a également Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé qui ont été écartés de ce scrutin pour des raisons judiciaires ou administratives, créant de fait une forme d'inégalité électorale. Est-ce que cela ne pose pas, j'imagine que vous allez le dire, un problème de représentativité, un grave problème de représentativité? Ça pose un problème énorme. Ça pose un problème énorme. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'indignité totale pour notre pays dans cette déclaration à nouveau de candidature. Nous sommes respecter les institutions. Ce n'est pas jouer avec les mots ou jouer avec les symboles. En 2016, ce qui a été proposé, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une constituante, l'année 2016. On n'a pas eu une nouvelle constitution. Ce n'était pas une constituante, d'accord? On n'a pas réécrit totalement la loi fondamentale du pays. Il y a eu des modifications apportées à une constitution existante qui est restée la même dans l'ensemble de sa structure. C'est ça qu'il faut expliquer quand même. On a besoin de faire un référendum pour cela? Bien sûr. Quand vous apportez des changements, là, c'est à la main, si je puis dire, du président. Soit c'est le Parlement, mais à l'époque, je crois, le Sénat n'était pas suffisamment aguerri. Soit on fait par le Parlement, soit on fait par référendum. Donc le fait que ce soit par référendum, ça ne veut pas dire que ce soit une constituante. Ce n'est pas l'intégralité du texte fondamental qui a été réécrit. Donc il y a eu des modifications à cette constitution. D'ailleurs, plusieurs partis d'opposition s'étaient opposés. Il y a eu un débat dans la société. Le débat a été fortement... Parce que ça... Ils ont quand même voté oui à la Constitution. Tout à fait. Ben oui. J'en viens. Donc, ça donne une légitimité à cette Constitution. Mais d'ailleurs, personne ne revient sur le fait que le référendum de 2016 a effectivement entériné les changements qui ont été intégrés dans la Constitution. Donc, on est d'accord là-dessus. Il y a eu des modifications de la Constitution. D'accord. Mais il n'y a pas eu une nouvelle Constitution. On n'est pas dans une troisième République qui annule toutes les dispositions précédentes. Ben, ça n'annule Donc, pas. je finis Madame, mon propos. en fait, c'est une question de sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. Il faut expliquer vraiment à nos concitoyens. C'est très important. Il s'agit de notre vie à tous et de la vie quotidienne. Le fait est que... Non, la Côte d'Ivoire n'en est plus là. Je finis mon propos. Sur 2016, vous me parliez d'un référendum, vous me parliez d'un vote, tout à fait, qui a été tout à fait orienté de façon malhonnête, une fois de plus. Alors, c'est pas la première fois. Hein, d'une façon malhonnête par le président Ouattara, une fois de plus, qui s'était engagé à ne pas faire de troisième mandat, puisqu'à l'époque, on était au troisième mandat, précisément en disant « Attention, nous votons, je vous propose un changement de la Constitution, mais ça n'ouvrira pas la possibilité, pour moi, de faire un nouveau mandat. » Mais réellement, tous les hommes de droit disent le contraire. Non, là nous parlons de M. Ouattara, président de la République à l'époque, et qui nous explique aujourd'hui, depuis hier, qu'il est à nouveau candidat. Oui. Alors qu'en 2016, déjà, il expliquait qu'il ne pourrait plus se représenter. Donc je parle de cette malhonnêteté-là. C'est en ça qu'il a trompé une première fois en 2016 au moment du référendum. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, il se représente à nouveau. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est celui qui... Non, c'est l'inversion totale des valeurs. Mais non, madame, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est le seul qui ne peut pas se représenter dans cette République. C'est le seul qui se représente. Et non seulement il se représente, mais alors encore mieux,
encore plus fort, il interdit à ses opposants et aux principaux partis d'opposition de se présenter. Mais vous Donc, pouvez nous vous indigner, sommes- madame, ce Non, n'est pas c'est cela le la monde vérité à en Côte d'Ivoire. l'envers. Ce n'est Non, pas non, cela la vérité en Côte d'Ivoire. C'est le monde à l'envers. Non, non. Donc, nous sommes dans... C'est pourquoi je parle d'indignité. Et c'est indigne et c'est injuste pour les Ivoiriens. Mais c'est une injure à l'endroit du président Merci. Ouattara qui n'est pas Terminez, dans Geneva quelle Touré, indignité il serait? laissez-la terminer, s'il vous plaît. Quand notre camarade Qu'est-ce qu'il a trahi en Côte d'Ivoire pour être dans l'indignité? Geneva Touré, laissez-la terminer, s'il vous plaît. nous dit en effet que non seulement les candidats d'opposition ne peuvent pas se représenter, donc lui se représente seul. Et pourquoi les candidats de l'opposition Seul. ne peuvent pas se représenter? On va en parler. On va en parler, mais il faut Seul. respecter la loi Seul. pour une fois quand même. Vous parlez de Non, constitution alors, calamiteuse, ce vous n'est parlez pas- de constitution ce n'est manipulée. pas- La ce- constitution manipulée, ce n'est pas ce- celle de 2016. ce n'est pas- C'est celle du et du ou. Celle-là, elle a été calamiteuse parce qu'elle a été manipulée. On a fait croire aux gens que vous allez voter pour une constitution qui consacre le et le ou, et au dernier moment, quand on a donné les consignes de vote, on a dit non, finalement, c'est pour le et. Celle-là, c'était une constitution manipulée. Mais vous parlez d'une constitution de 2016, et même nonobstant, toute la Côte d'Ivoire a voté pour cette constitution-là. Tout à fait. Aujourd'hui, vous allez traiter C'est ce M. que Ouattara d'indigne parce qu'il est en train de chercher à faire le dernier mandat que la constitution lui Oui, permet. et d'ailleurs- En quoi il serait indigne? oui, L'indignité non seulement- est du Salomé côté de Meilleur, ceux terminé. qui ne D'ailleurs, sont même pas... je reprends vos mots. Laissez-la terminer, Le s'il vous dernier plaît, et on va mandat- passer à dernier Chibanga. mandat qu'il est en train d'effectuer. Je reprends vos mots. Parce que là, je veux dire, là, on est vraiment, c'est plus du subliminal. Ah, C'est des à choses- moins qu'il y ait une nouvelle république, c'est le dernier Non, mandat de la Troisième République. Non, pas encore, Terminez, Salomé. il est Chutez, candidat s'il vous pour plaît. l'instant. Oui. Il n'est pas en train de... Et rassurez-moi. Salomé, Parce Salomé, que- est-ce Mais que quand pouvez vous voyez chuter l'effervescence Rassurez-moi. populaire dans les rues, D'accord. vous pouvez imaginer que Donc, le président on fait- sera plébiscité. Alors, on va se Donc, tourner. on fait une élection Mesdames, ou on mesdames, s'arrête s'il vous au- On plaît. fait une élection, mais vous S'il savez, vous il y a plaît. des signes, on Voilà. peut lire dans les signes. Salomé D'accord, Meilleur, on lit dans les On Jenny signes. s'arrête Batoré. pas à la rue, on fait une élection. Alors, on lit dans les signes. D'accord. Mais c'est Ah, la on rue. lit, vous lisez dans les signes. Mesdames, Mais les gens qui sont dans les rues, ce sont ceux qui votent. Mesdames, mesdames, Ce sont ceux qui votent. Je- Les Ivoiriens qui votent ne vont pas venir de C'est mars. un hein. recul. Alors, mesdames, on va C'est un retour retourner, en on va arrière, retourner en absolument. visio avec Ogina Sea. Ogina Sea, est-ce que vous m'entendez? Vous voulez réagir? Ogina Sea, allez-y, Ogina. Ogina Sea, allez-y. Ogina Sea pour le PDCI, allez-y. Je ne sais pas quelle est la question, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, je ne sais pas, avec les représentants du RHDP, il faut qu'ils fassent un effort quand même de tenue sur le Monsieur plateau. Oguina, Nous sommes pardonnez, des adultes, vous des avez personnes fini sérieuses. avec vos Laissez-le 6 millions parler, de s'il vous sur plaît. la liste Est-ce que électorale. vous pouvez le séparer, Non, il s'il faut vous arrêter, moi je plaît? le connais. Mais il ne s'est pas exprimé, laissez-le parler. Oh, mais attends, mais pourquoi il Donc, m'attaque? il faut être responsable de plus le Faire un effort de Donc, quoi? Lui, il fait quel moi, effort? je Vous traitez voudrais un homme de appeler- vieillissant, de je voudrais coléreux. d'abord à- Il faut qu'on soit audible, s'il vous plaît. Le président Ouattara, hier, a menti aux Ivoiriens. En matière de Parce mensonge, que le votre même candidat président est Ouattara, un Jenny leader. Batoré, Hein. Colin, s'il vous plaît. On ne peut pas le laisser dire Il a n'importe regardé quoi. voir Il les faut qu'il Ivoiriens dans les s'exprime. yeux, il a dit ne vous inquiétez pas, cette nouvelle constitution ne me permettra pas de faire un troisième mandat. Mais et Et alors? le même Dieu s'assoit hier, il dit la constitution me permettant. Non, mais c'est malheureux ce qui s'est passé hier, c'est le summum de l'indignité et c'est une remise en cause de nos acquis démocratiques. Et le peuple ivoirien doit se lever et se dresser contre ce coup d'État qu'il essaie de faire encore. Après celui qui a entraîné des morts en 2020, il veut encore récidiver. Cette fois-ci, il faut lui barrer le chemin. On va se tourner vers Arthur Banga. Arthur Banga, comment répondez-vous, que répondez-vous même à ceux qui parlent d'une élection verrouillée d'avance? Bon, deux choses. Déjà, ramener ici quelques... Non, ce n'est pas une constitution qui fait une nouvelle constitution. Pour changer de constitution, on a deux choses, deux méthodes. Soit, oui, comme on l'a fait en 2000 en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait pour la 5e République en France, on fait une constitution. Soit, on peut faire un tout petit comité et présenter le texte en référendum. C'est ce qui s'est passé en 2016 et donc on a changé de constitution. Voilà pourquoi on est passé de la 2e à la 3e République. Première République en 1960, 2e République en 2000 et 3e République en 2016. Donc, Mme Salomé, elle doit s'inscrire avant de venir ici. Donc, Mme Salomé, il y a tout à fait un changement de constitution. Ce n'est pas une modification constitutionnelle. Ce n'est pas une révision constitutionnelle.
C'est une nouvelle constitution. Et ce que la Cour constitutionnelle dit, c'est que cette nouvelle constitution met les compteurs à zéro. Ça veut dire que de façon mathématique, naturellement, 2 plus 2 font 4. Mais ici, il s'agit de droit, il ne s'agit pas d'arithmétique, il s'agit de droit constitutionnel. Et comme je le répète, d'abord, Alassane Ouattara n'a jamais dit que cette constitution ne peut pas être candidat, c'est plutôt ses lieutenants. Mais Alassane Ouattara peut même le dire, il n'y a pas de problème. On peut l'aborder sur la question morale, il n'y a pas de souci. Mais sur la question légale, Alassane Ouattara ne tient pas la légalité constitutionnelle. Pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Alassane Ouattara dit « je n'ai pas le droit d'être candidat », que le Conseil constitutionnel dit « Alassane Ouattara a le droit d'être candidat », c'est le Conseil constitutionnel qui dit, c'est lui qui a la vérité, ce n'est pas Ouattara. Donc ce que Ouattara dit n'est pas légal d'un point de vue constitutionnel. C'est ce que le Conseil constitutionnel dit qui est légal. Et le Conseil constitutionnel a fini la légalité. Voilà. Maintenant, on me parle d'élections fermées. Je vais m'apaisanter sur les deux principaux leaders, M. Thiam et le président Laurent Gbagbo. Prenons le premier cas. Écoutez, dès qu'on a des lois, n'importe qui peut lire le code de nationalité du code. N'importe qui peut lire l'article 48 du code de nationalité du Côte d'Ivoire et en tirer ses leçons. Mais l'article 48, il est clair. L'Ivoirien qui s'est naturalisé majeur perd sa nationalité ivoirienne. Et M. Thiam s'est naturalisé en 87. Donc de 87 jusqu'à avant-hier, il n'est plus ivoirien. Donc il n'a pas de droit politique ivoirien. Il a des droits français. Merci Arthur Banga. Quand on lui rappelle ça, je ne vois pas encore en fait quelque chose. Alors on va continuer de parler de Tidiane Thiam. On a pris la loi en Côte d'Ivoire. Justement. On a éliminé personne. Merci, merci. On aura une question pour M. Banga. Très rapidement, Salomé. Une question pour M. Banga. Je suis curieuse de savoir depuis quand vous considérez que la vérité sort du Conseil constitutionnel. Non, c'est en français que je parlais. À quelle période? Quelle constitution? Depuis toujours. Donc, nous partons. Non, mais parce que là, nous sommes dans des débats qui sont ubuesques. D'accord? Nous sommes dans cette situation en Côte d'Ivoire, dans ce pays, précisément parce que nous avons un monsieur qui n'a jamais respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Jamais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé son mandat. En 2010, fin 2010, il y a une décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui donnait la victoire à M. Laurent Gbagbo. Ça, c'était une décision de souveraineté, une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas été respectée, qui a été piétinée par la France en premier, qui a été piétinée par M. le président Sarkozy à l'époque, qui est maintenant condamné multirécidiviste et qui est encore en délicatesse avec la justice française. Donc c'est dans ces conditions que M. Ouattara a commencé sa suite de mandats. Nous en sommes maintenant à une tentative de faire un 4e mandat. C'est dans cette discussion que nous sommes. Rapidement, très rapidement, quelques secondes, Arthur Banga. D'abord, à Mme Salomé, je n'ai pas parlé de vérité, parce que la vérité, elle est subjective. J'ai parlé de légalité. Non, vous avez parlé de vérité. Vous avez parlé de vérité. Ah bah écoutez... Vous écoutez, monsieur le modérateur, demandez-lui de me laisser parler. Allez-y, rapidement, Arthur Banga, allez-y. Donc, il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de légalité donnée par le Conseil constitutionnel. Maintenant, en 2010, on est fatigué de vivre. En 2010, on était en crise et nous-mêmes avons invité la communauté internationale à gérer notre crise et la communauté internationale dans notre processus électoral a mis 3 étapes. 1, le CEI, 2, le Conseil constitutionnel, 3, la certification de l'ONU. Face au banditisme du Conseil constitutionnel qui a décidé délibérément d'annuler le vote de la moitié de la population de la surface géographique ivoirienne, soit un tiers de la population, la certification de l'ONU est intervenue. Et c'est au nom de cette certification de l'ONU que M. Alassane Ouattara a été président de la République de façon tout à fait légale. D'autant plus que le Conseil constitutionnel, justement, possédé, a été délivré et a confirmé la vérité sortie de la CEI et de la certification. C'est ce qui s'est passé.
passé en Côte d'Ivoire. Et donc, la légalité, elle est toujours donnée par le Conseil constitutionnel. Elle a été donnée cette fois-ci. Et la question légale ne se pose même plus. Pas. Merci à tous Et les puis, deux. de toute façon, J'aimerais, Djeneba Touré Kolozensky, qu'on revienne sur le cas de Tidiane Thiam. Cette annonce de Alassane Ouattara intervient le même jour qu'une autre qui a été quelque peu occultée, puisque dans une note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, on peut lire que la Côte d'Ivoire est incitée, appelée en fait à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidiane Thiam puisse exercer ses droits politiques. Alors, les avocats du président du PDCI et de l'État de Côte d'Ivoire n'interprètent pas, les deux camps n'interprètent pas cette note de la même façon. Il y a aussi cette question de l'internationalisation de cette crise qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Comment jugez-vous cet appel de l'ONU ? Alors, avant d'en revenir à cela, je voulais dire à Mme Meyers que si c'est du président du Conseil constitutionnel qui a dit qu'il avait été envoûté par le diable, donc qui est revenu sur les résultats de cette élection-là avant de proclamer M. Ouattara gagnant, alors celle-là, on peut en parler. Maintenant, ce qu'elle pense de la France et de M. Sarkozy, ça, ce n'est pas mon problème, je n'interviens pas là-dedans. Poursuivant sur le cas de Tidiane Thiam, s'il vous plaît, oui. Poursuivant sur le cas de M. Tidiane Thiam, je pense que l'ONU, ce comité de l'ONU, a dit qu'il fallait garantir les droits politiques de M. Thiam, sans jamais recommander sa réintégration sur la liste électorale. Ça aussi, c'est dit. Donc, que M. Tidiane Thiam ait des droits politiques, une fois qu'il a fini de régler ses histoires avec la justice et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais pour être réintégré sur la liste électorale, il est clair que sur celle de 2025, il ne peut plus. Maintenant, si il a fini de régler ses histoires avec la justice et tout ça, il y aura une nouvelle révision électorale en 2026. Celle-là, je pense que rien ne lui interdit d'être... Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation justement de cette justice pour écarter un opposant sérieux contre Alassane Ouattara ? L'instrumentalisation, elle naît de quoi ? Il y a un code de la nationalité et un code électoral qui est très clair en Côte d'Ivoire. Pour se porter candidat à un poste électif en Côte d'Ivoire, député ou président de la République, il ne faut avoir que la nationalité ivoirienne exclusive. Or, il se trouve qu'au moment où M. Tidiane Thiam exprime le désir de le faire, il s'inscrit pour le faire, il a la double nationalité. Ça, ce n'est pas possible. Alors, encore une fois, merci M. Banga, parce que c'est à M. Banga qu'on le doit, qui a porté le PS sur les antennes, pour que M. Tidiane Thiam soit obligé d'aller renoncer à sa nationalité française. Mais quand il fait ça et qu'il revient... la liste électorale, elle est close pour 2025. Alors, qu'il soit ivoirien, moi je veux bien, mais pour qu'il soit éligible, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Ce qui n'est plus possible pour 2025, je suis désolée. Réaction au Guinarcea, Tidiane Thiam, on l'a entendu, il a eu des mots très durs pour Alassane Ouattara lors de son interview récente accordée à notre confrère Alain Foka. Au Guinarcea, est-ce que c'est la rupture sans possibilité de retour en arrière entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais aussi avec Tidiane Thiam? Alors, Tidiane Thiam, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de briser quand même le silence face à tout ce qu'il a subi pendant ces 2 ans. Il a été celui qui a été le plus élégant dans la politique ivoirienne. Il n'a pas parlé, on l'a insulté, on l'a traîné dans la boue. On a osé même des comparaisons entre lui et un grand CEO d'une banque systémique avec un quatrième comme on appelle, directeur général adjoint du FMI. Donc, à un moment donné, c'est un humain. À un moment donné, il peut décider de mettre fin à la plaisanterie et arrêter que l'ignorance commence à faire force de loi dans ce pays, parce qu'il ne faut pas comparer n'importe où et n'importe quoi quand même. Donc, c'est ce qu'il a fait hier. Et parlant de rupture, la rupture dans ce propos, ça vient clairement du mensonge du président Alassane Ouattara qui lui fait des confidences
qu'il n'irait pas et qui vient encore le 29 juillet mentir pour dire qu'il tente des justifications qui ne valent pas, pour qu'il se donne bonne conscience en disant que, ben oui, quand je te le disais, je le disais de bonne volonté, mais il y a le devoir qui va au-delà de comment qui transcende, comment on appelle la parole donnée. Ben non, nous sommes face à un monsieur qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte rien, qui ne respecte pas le suffrage, parce qu'il faut se rappeler que ce monsieur, il ne s'est jamais soumis à un réel vote. En 2010, dans cette élection controversée qui s'est terminée avec le bombardement de la résidence par les hélicoptères français qui ont porté M. Ouattara au pouvoir, en 2015, il a allé faire, comment on appelle, il a allé raconter, il a allé, comment on appelle, arnaquer le président, comment on appelle, Bédié à Daouklo, qui a fait que le PDCI s'est retiré pour qu'il soit seul en liste. En 2015, il a encore, comment on appelle, il s'est retrouvé face à des candidats qui ne sont pas des candidats sérieux. En 2020, il a confisqué l'élection, il s'est retrouvé face à un candidat, comment on appelle, fantoche. Et en 2025, il est encore en train de reprendre la même chose et d'exclure les gens. Donc le problème vient de cela. Thiam, qui a vécu pendant des années dans des pays démocratiques, des pays où l'état de droit fait foi, ne peut pas longtemps supporter qu'un homme qui a fait quand même, qui a travaillé au FMI, qui a eu un contact, un long contact avec la culture démocratique en Occident, se comporte en Afrique comme un braqueur et piétine toutes les règles. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, le président Tidjane Thiam, il a le droit de remettre l'église au centre du village. C'est ce qu'il a fait dans son interview, qui d'ailleurs, selon moi, mon analyse, a permis cette, comment on appelle, cette réaction de colère, de déclaration de candidature et d'interdiction de marche de l'opposition du président Ouattara. Parce qu'il s'est senti rabaissé que Thiam lui dise la vérité. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de contre-vérités qui ont été dites sur le plateau, là, avec Aty Bonga qui parle de l'élection de 2010 avec une certification de l'ONU de résultats. Non, c'est pas ce qui a été dit, c'est le processus qui devait certifier. Donc, on ne va pas rentrer dans ce faux débat-là parce que lui, on ne va pas refaire le débat de la crise électorale. S'il vous plaît, Oguina Sea. On va poursuivre. Arthur Banga, vous allez répondre, mais j'aimerais qu'on parle de l'opposition. Une manifestation du mouvement C'est trop réunissant les figures majeures de l'opposition ivoirienne donc, était prévue et cette manifestation a visiblement été annulée ou plutôt interdite par la préfecture d'Abidjan parce qu'elle créerait des désagréments aux usagers et en raison de l'insuffisance des effectifs de forces de sécurité occupés à préparer les cérémonies de la fête nationale qui aura lieu le 7 août, je le rappelle. Mais la marche se tiendra quand même selon les organisateurs. Arthur Banga, est-ce qu'on peut interdire une marche de l'opposition juste avant une élection présidentielle sans conséquences symboliques? D'accord. Permettez-moi rapidement de donner quand même. Quand au Guinée, c'est Alassane Ouattara en colère, je me dis si mon ami CA a des yeux, si Alassane Ouattara est en colère, c'est parce que imbécile, ordure, tout ça. Franchement, il n'était pas en colère. Mais le plus grand menteur de l'histoire de la Côte c'est Thiam. C'est pas quelqu'un qui a menti que lui. Il a menti sur sa nationalité. Il a menti sur le fait qu'il a reconnu sa nationalité. Mais il ment tout le temps. Même moi, il m'a menti quand je lui ai demandé un selfie. Le plus grand menteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, alors qu'il vient d'entrer c'est Thiam. Son nom égale à mensonge. Donc, il faut arrêter de dire. Tu prends. Et puis, pas de colère. Mais il n'est pas plus coléreux que lui. Il faut arrêter la comédie. Il y a un monsieur celui qui ne respecte pas les lois, c'est ça. Il ne respecte même pas le code de nationalité. Il n'est pas ivoirien, il peut frauder en se faisant inscrire sur la liste électorale. C'est parce qu'on est clément si on doit l'arrêter. Donc, quand vous parlez de quelqu'un qui ne respecte pas les lois, c'est lui. En 2020, qui a fui l'élection? C'est Henri Bédié. Il était qualifié. C'est comme si Ouattara. Bédié était qualifié en 2020. Alors, sur l'élection à venir, je dis aussi, le plus grand menteur. Mais c'est vu. Sur l'élection, Arthur Banga, s'il vous plaît, sur l'élection à venir, on peut revenir sur cette élection. Je reviens maintenant sur l'opposition qui est censurée. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Non, il faut être sérieux. Tous les partis ont marché. Il n'y a même pas un mois, le CRDA, dans sa coalition CAP,
à marcher sur la CEI. Donc, la marche n'est pas... la Constitution ivoirienne même parle de principe d'information. Maintenant, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la fête nationale, c'est le 7 août. Et que cette année, le défilé va se faire à Bouaké. Et que l'essentiel des forces sera sur Bouaké. Donc, pour la sécurité même des marcheurs, c'est normal qu'on leur dise qu'il n'y a pas de force de sécurité. Sinon, on n'a jamais empêché quelqu'un de marcher. Le PDC a fait des meetings, le PDC a fait des meetings. Oui, moi, je pense que les explications sont claires. Après, le 9 août, ils pourront aujourd'hui demander et puis discuter avec les autorités pour marcher. Comme ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait il y a même pas. Donc, comme ils ont l'habitude de mentir depuis que peut-être qu'ils vont mentir encore pour dire que ça n'existe pas. Merci Arthur Banga. Salomé Meyers, Nayem, Alassane Ouattara a parlé de la situation sécuritaire sous-régionale comme justificatif à ce quatrième mandat, mais il a fait aussi, dans un contexte, celui d'une affaire assez sordide, celle de la mort du Burkinabé Alain Traoré, dit Alino Faso, à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Un suicide, hein, selon les premières explications officielles, mais ce n'est pas un fait susceptible d'apaiser justement la situation sous-régionale. Comment en est-on arrivé là? En effet, ce n'est pas un fait qui va dans le sens de l'apaisement et de la paix. Il est à noter que ce n'est pas la première mort brutale en prison. Les prisons ivoiriennes, puisque nous avons désormais un candidat sortant qui est un nouveau candidat qui nous parle de paix et de démocratie. Les prisons ivoiriennes sont des lieux où on meurt et on meurt brutalement. C'est des lieux où où les hommes sont violés par leurs gardiens de prison. Il y a beaucoup de témoignages qui sont faits. Donc la prison ivoirienne est dangereuse pour les détenus et encore plus pour les détenus d'opinion. Donc en effet, c'est un événement gravissime et on compte sur les autorités pour faire toute la lumière sur ce sujet. Mais le problème de sécurité dans la sous-région ou d'insécurité, il n'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fait majeur qui fait que la situation se dégrade tout d'un coup le 29 juillet 2025. Nous savons que tous nos voisins ont eu affaire à une guerre et ont affaire à des attaques islamistes, ça déjà depuis les années 2012-2013. Voilà. Des trois pays, Mali, Burkina, Niger, qui ont d'ailleurs formé une alliance pour réagir et pour lutter ensemble contre les attaques islamistes. Nous savons que ces trois pays en but à ces rébellions islamistes, ont finalement décidé de faire front commun, de chasser l'armée française qui visiblement ne faisait pas son office, qui était en échec total contre cette rébellion. Et à ce moment-là, en effet, ça a abouti à des coups d'État dans ces pays et M. Alassane Ouattara, le président Ouattara, n'a rien trouvé de mieux que de suggérer que la CEDEAO s'organise pour partir en guerre contre les États et les nouveaux gouvernements formés de militaires. Donc je ne pense pas qu'il soit le mieux à même d'assurer la sécurité. J'espère qu'on reviendra. Il faut quand même j'espère qu'on reviendra quand même, parce que je le disais en avant-propos, et c'est ça le sujet, c'est pas tellement l'annonce de sa candidature qui n'est une surprise pour personne. Ce qui est dramatique, c'est les conditions qu'il a préparées pour faire cette annonce à nouveau de candidature. L'élection présidentielle 2025 est totalement verrouillée. Alors, les candidats d'opposition ne peuvent pas porter leur candidature. La liste électorale est fausse à 75% et la CEI est totalement sous pilotage du RHDP. RHDP d'ailleurs, dont... sauf s'il y a eu des changements récemment, le président de la République est toujours président. Donc il est à la fois président de parti, président du pays et maintenant candidat. Donc nous sommes dans un système autoritaire, totalement verrouillé, dans lequel M. Ouattara n'a pas l'intention du tout de s'affronter au scrutin
et à ses compatriotes, à ses citoyens. Vous parliez de l'AES, j'aimerais faire réagir Djeneba Touré-Kolodziejski. Est-ce que cette détermination à conserver le pouvoir de la part d'Alassane Ouattara ne décrédibilise pas tout de même toute tentative de donner des leçons au pays de l'AES? Alors moi, je suis sidérée par l'attitude de notre opposition ivoirienne et principalement du PPACI pour son attrait, pour sa magnanimité, pour les régimes de l'AES. On va parler des prisons, mais les gens meurent dans les prisons. Une prison égale à une autre, une prison française égale à une prison ivoirienne. Et les gens se font violer en prison, ce n'est pas une nouveauté. Ça se passe en Europe, ça se passe ici en France, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Il arrive qu'un détenu meure en prison. Mais alors, le PPAC a fait un problème parce que Alino Faso, qui a été pris, qui a avoué, qui est pris dans une sorte de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, serait mort en prison. Cela provoquerait une guerre avec le Burkina. Mais quand le Mali a gardé 49 de nos soldats partis pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme pendant plus de 3 mois, je n'ai pas entendu le PPACI réagir. Mais sur le Il y a fond, des cadres du PPACI qui vont tous les jours dans les pays de l'AES. Sur le fond, Djeneba Touré-Kolodziejski, elle avait velléité de conserver à tout prix le pouvoir, que ce soit lors d'une élection, après une réforme constitutionnelle, et cette critique qui est souvent adressée aux pays de l'AES, on est quand même sur des choses je ne sais pas, comparables. quelle velléité de conserver le pouvoir. Quand un homme est élu au suffrage universel, il a conservé quel pouvoir? Est-ce que le suffrage universel, ce n'est pas l'expression par excellence du peuple pour accéder au pouvoir? Et alors, des tensions avec les pays de l'AES, il y en a. Mais c'est quoi la démocratie? Ce n'est pas l'expression du plus grand nombre? Non, la démocratie, il n'y a pas un seul élément pour faire un cadre démocratique. Hein. Vous parlez de verrouillage. Qu'est-ce qui est verrouillé? Il faut une séparation des pouvoirs, d'abord. Et il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Non, très peu. Quand on voit. Mais madame, que vous ne les reconnaissiez pas, non, ça c'est votre problème. Je ne suis pas la seule à ne pas les reconnaître. Mais ça, c'est votre problème. Vous et ceux qui les reconnaissent. Mesdames, s'il vous plaît. Il y a des institutions en Côte d'Ivoire, elles sont très distinctes du pouvoir, elles sont respectables, il faut les respecter. Le jour que les Ivoiriens apprendront à respecter leur... Mais pourquoi une séparation des pouvoirs? Merci. Est-ce que le président de la République a gardé sa fonction de président de parti? Mais bien sûr. Ah voilà. Mais ça, c'est pareil dans tous les partis. Monsieur Gbagbo, aujourd'hui, est le président de son parti. Demain, il devient président de la République. Il reste président de son parti. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il interdit? Absolument pas. Quel est l'article de la Constitution qui la séparation des pouvoirs. Il y a un article de notre Constitution qui interdit cela? Salomé, s'il vous plaît. Djeneba, s'il vous plaît, on va terminer. On va terminer parce qu'on a d'autres invités en visio. J'aimerais... Non, on a terminé. S'il vous plaît, on a terminé. Non, on a terminé, on retourne sur la visio avec nos invités en visio. Je commence par Arthur Banga et on va terminer avec Oguinar Sea. Arthur Banga, c'est un signal quand même assez inquiétant. Pour terminer, ce sera le mot de la fin, c'est un signal assez inquiétant pour l'Afrique des générations futures, hein, quand même, avec cette classe politique qui souffre d'une forme de boulimie du pouvoir, toute proportion gardée. On a vu d'autres cas, le président centrafricain Touadéra qui se représente aussi, le Camerounais Paul Biya, 92 ans, dont 42 passés au pouvoir, qui se représente. Est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, de la part de cette classe politique, une soif de pouvoir qui ne se termine jamais? D'abord, avant de vous répondre, permettez-moi de dire à Mme Salomé qu'elle est très attachée à la défense de la Constitution, qu'elle devait déjà la lire. Parce que justement, la Constitution de la Troisième République permet d'être président de parti et président de la République. Et ça n'a rien à voir avec la séparation des pouvoirs. Peut-être faut aussi qu'elle voit cette notion de séparation. Pour revenir à votre question, oui, on peut faire cette réflexion. On peut faire cette réflexion sur l'alternance, sur le type de pouvoir, d'autant plus que dans notre Constitution, on a sacralisé la limitation. Même si Touadéra, vu l'a fait sauter, ouais. Je pense qu'au Togo aussi, avec le système de parlementaire maintenant, c'est façon de la limitation du mandat. Mais quand on regarde toutes les constitutions africaines, il y a une volonté exprimée de limiter le mandat.
Après, quand on regarde dans les parties du pays, on peut voir ce constat-là qu'il n'y a pas cette réalité-là. Deuxième chose sur laquelle on peut réfléchir, un peu cette grande cette amplitude d'âge entre moyenne de la population et du. Voilà, c'est la réflexion. Mais je pense que dans le cas de la Ouattara, il avait déjà, quoi qu'on en dise, décidé un remplacement de. On peut partir sur le principe qu'il était en train de partir. Mais plus intéressant, je pense que cette question de limitation de mandat, cette question d'alternance et cette question d'alternance générationnelle va faire partie de son action, d'autant plus qu'il dit même que ce mandat, c'est le mandat de. Merci. Je peux l'estimer, il utilise l'expression transition générationnelle, un truc dans ce genre. Donc, je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, même si on peut s'interroger sur ces questions, Ouattara s'interroge aussi et puis il a pris la promesse de pouvoir en tenir compte. On va terminer, Arthur Banga, s'il vous plaît, rapidement. Je vais revoir mon ami Ogina lors de cette étape. On va terminer avec Ogina Sea, justement. Ogina Sea, le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que c'est de revenir sur quelques points. Concernant la marche, l'interdiction de la marche, il y a un raisonnement qui est un peu drôle avec mon ami Arthur Banga. C'est qu'on interdit la marche parce que les troupes doivent se déporter sur Bouaké pour sécuriser la fête de l'indépendance. Mais maintenant que l'opposition maintient la marche, les forces vont toujours partir à Bouaké où elles vont être massivement mobilisées à Abidjan. Ça nous renvoie au fait qu'il est plus facile d'encadrer une marche que de l'interdire. Parce que c'est un droit, nous allons exercer notre droit. Maintenant, vous faites quoi? Vous envoyez les troupes à Bouaké? Non, tout ça, c'est vraiment encore une manipulation de Ouattara pour tordre le cou à la démocratie. Pour revenir rapidement sur le cas d'Alino Faso, je dois rappeler que ce régime a commencé dès sa naissance par les morts de prisonniers, y compris des prisonniers syndicalistes comme Mangaï en prison. Soit qui meurt en prison, soit qui sortent de prison et curieusement, dans les jours qui suivent, qui meurent. Donc, on est un peu habitué à ça et c'est très documenté par des organismes internationaux. Et concernant l'argument qui est qu'il y a la tension sous-régionale, il est là pour la sécurité, mais le problème avec l'AES, c'est un problème Ouattara. Parce que qu'est-ce qu'on reproche aux jeunes de l'AES aujourd'hui? Certes, ils ont fait un coup d'État, ils ont rompu un cycle supposé démocratique, mais ceux qui veulent leur faire la guerre, comme les Ouattara, eux-mêmes sont en train de tordre le cou à la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est juste que, voilà, ils ont une opposition civilisée qui ne prend pas les armes, donc on a une paix apparente. Donc, des gens qui sont en train de détruire la démocratie que nous avons construite, qui est le fruit du travail, du combat de Gbagbo depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas mettre des jeunes sous pression, vouloir leur faire la guerre et trouver ça encore comme prétexte pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc nous sommes dans une manœuvre pour conserver le pouvoir sans jamais se soumettre à des joutes électorales équilibrées, inclusives. Et tout ça parce qu'ils pensent que la force va suffire pour les maintenir au pouvoir en cette année. Quand on occupe le petit frère du président qui dit qu'il va mater, qui mobilise des commandos, c'est parce qu'ils pensent que la force régalienne, ils pourront l'utiliser à souhait pour étouffer cette volonté des Ivoiriens de ne pas tomber dans le schéma camerounais en laissant un vieil homme malmener le pays et confisquer le pouvoir pour son clan et pour lui. Nous allons nous battre. Et ça, les Ivoiriens doivent le comprendre. Laisser Ouattara continuer dans cette manœuvre, c'est revenir sur nos acquis, c'est mettre en péril notre paix sociale. Et il faut que tous les observateurs et les partenaires comprennent, y compris la France qui fait de mauvais calculs. Parce que ce qui va se passer en 2025, nous allons mener ce combat et nous allons le gagner. Mais nous allons le gagner par nos propres forces. Mais il faut que ceux qui se prétendent être nos amis comprennent que ce dans quoi on est, ce n'est pas un jeu de petits intérêts, mais on est sur des choses qui vont entraîner des bouleversements, comme on appelle de long terme. Et merci, donc, Ogina. soutenir un tel régime qui confisque le pouvoir, qui exclut les gens de manière abusive, qui écarte les gens, qui fait des enlèvements de jeunes, qui fait tout, qui ne respecte pas l'état de droit, qui a une justice qui est inféodée, dont Arthur Banga veut se prévaloir tout à l'heure, alors qu'on sait tous comment ça se passe. Ce sont tous des militants des RAR, merci beaucoup. Donc,
Merci. Nous ne pouvons pas laisser ça. Et 2025, nous allons prendre nos responsabilités avec le peuple ivoirien. Ce peuple, par le passé, a montré sa capacité à se battre pour sa liberté. Contre des militaires de Bogaï en 2000, il va récidiver en 2020 et ce pouvoir reviendra au peuple ivoirien qui a envie de vivre en toute fraternité, qui a envie de vivre dans la paix, qui a envie de vivre dans un état de droit, qui a envie de vivre dans un pays apaisé où on enlève les encagoulés, n'enlève pas les gens. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, Oguinar. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oguinar Sea. Pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, bon, la prochaine fois, j'espère que les invités du RIDP seront des plus. C'est terminé. Il faut dire que c'est pour ça que nous avons un front commun. Il faut arrêter de faire Jacques. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, sur ce plateau. Djeneba Touré-Kolozensky et Salomé Meyers-Nayem. Merci, Arthur Banga. Merci, Oguinar Sea. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous bientôt pour d'autres décryptages de l'actualité africaine. Merci, courage à tous. Merci bien. Merci.